Bonjour et bienvenue au premier congrès international de la médiation qui se tient du 5 au 7 février 2020 dans la belle ville d'Angers. Nous sommes Joël, Christelle. du magazine Intermédiaire et nous avons le plaisir d'accueillir sur notre plateau Laurent Drujon qui est médiateur et avocat. Tout à fait. Et formateur aussi. Et formateur. Et donc qui va nous raconter un peu comment on peut concilier ce métier d'avocat et médiateur. Une grande question. Mais d'abord, on peut le concilier de plusieurs manières, c'est-à-dire qu'on peut d'abord se former à la médiation pour accompagner son client en médiation en qualité d'avocat, ce qui est une chose fondamentale. Et exerçant beaucoup en tant que médiateur, je tiens à vous dire que lorsqu'une personne est préparée avec son avocat à la médiation, lorsqu'il connaît le déroulement, ce à quoi s'attendre, lorsqu'il a travaillé en amont sur ses intérêts, ses besoins, ce qui l'amène en médiation, ce qu'il pourrait y trouver et ne pas y trouver, eh bien, incontestablement, le médiateur l'accueille dans d'autres conditions que lorsque ce travail n'a pas été fait. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, le médiateur peut être par ailleurs avocat ou l'avocat par ailleurs médiateur. Et dans ce cadre-là, eh bien, il y a les mêmes exigences, bien sûr, de formation, encore plus fortes, formation initiale, formation continue, et des exigences déontologiques, qui restent à la fois d'ailleurs, d'abord la déontologie de l'avocat, mais également la déontologie du médiateur. Et il est important surtout de ne pas tout confondre, à la fois d'être clair pour soi-même et d'être clair pour les gens. Je suis là avec quelle casquette ? Bien sûr, on n'est pas médiateur dans ces dossiers d'avocat. Et par ailleurs, lorsqu'on est médiateur dans un dossier, on n'est pas avocat par la suite dans le même dossier ou dans un autre d'ailleurs, en termes de conflit d'intérêts. C'est tout à fait conciliable, même s'il ne faut pas se mentir, ça peut parfois être difficile. Je pense notamment à des grosses structures, gros cabinets, où vous avez des risques importants en termes de conflit d'intérêts, où il est possible aussi qu'on ne retrouve pas, je dirais, la même production ou productivité et le même résultat financier, qui font qu'il pourrait y avoir des tiraillements. À titre personnel, j'exerce individuellement, même si je m'insère dans un collectif, puisque je co-préside la Fédération des centres de médiation du Grand Ouest. Il est important pour un médiateur de ne pas être seul. Un médiateur seul est un médiateur en danger, c'est un médiateur dangereux. Mais pour un avocat, il est important de ne pas être seul non plus, mais c'est une profession réglementée, vous avez un ordre, etc. Il est en revanche peut-être plus facile sur une petite structure d'exercer et de combiner la qualité de médiateur-avocat peut-être que dans une grosse. Je dis là des généralités, il y a toujours des contre-exemples. Est-ce qu'il y aurait des fois où l'un ne prendrait pas le pas sur l'autre ? Ça doit vous arriver ? Alors, écoutez, on va donner deux exemples où en tout cas, parce qu'effectivement vous avez raison, nous ne sommes pas des êtres morcelés. Alors peut-être peut-il arriver, mais moi mon exercice c'est surtout un exercice de conseil, mais il est vrai que parfois cas échéant, vous enfilez la robe et puis vous vous retrouvez devant un tribunal dans des conditions où vous vous dites mais je ne suis pas sûr d'être vraiment en phase avec mon être profond ou ce qu'il est devenu. Et puis comme médiateur, j'ai envie de vous dire, oui, alors vous savez, c'est l'éternel débat du médiateur. Doit-on connaître la matière dans laquelle on intervient comme médiateur ou ne pas la connaître ? Justement, aussi, justement quand vous arrivez sur une matière que vous connaissez très bien, mais en qualité d'avocat, le risque potentiel, je dirais, c'est de revenir dans sa posture de sachant, ou tout au moins, la difficulté qu'on peut y trouver, ce sont des tiraillements parce qu'on voit, dans certaines phases de la médiation, prenons un exemple, dans la phase d'élaboration de la solution, des
des personnes qui ne prennent pas forcément la voie la plus optimale. Alors je pense ici par exemple à des médiations en droit du travail ou sur des montages, on dirait, techniques, les personnes ne prendraient pas la bonne voie. Alors c'est là où j'ai envie de vous dire qu'il est fondamental d'avoir d'abord des avocats qui accompagnent leurs clients en médiation, parce que c'est finalement le rôle de l'avocat à ce moment-là. Et puis à défaut, ce que je fais, moi, c'est que je dis aux gens de réfléchir et d'aller prendre conseil. Et je les laisse aller prendre conseil. Et on suspend la séance, on reprogramme une autre séance, de façon à ce qu'ils aient le temps d'aller voir. Alors en termes de droit du travail, ça peut être un syndicat, l'inspection du travail, un avocat, voilà, qui ils souhaitent. Après, c'est un principe de liberté. Mais en tout cas, de leur laisser la possibilité d'aller bien, je dirais, vérifier que la solution est faisable et acceptable pour eux. Ça me paraît absolument essentiel. Et ce sont là, à mon sens, les deux rôles de l'avocat accompagnant son client en médiation, à savoir l'acceptabilité de la solution pour son client et la faisabilité de la solution, qui sont vraiment des rôles absolument fondamentaux de l'avocat accompagnant son client en médiation. Et ça peut poser problème, effectivement, quand il n'y a pas d'avocat, d'autant que, rappelons-nous, que le médiateur a aussi des responsabilités en la matière. Et Dieu sait qu'avec le développement de la médiation, nous ne manquerons pas d'avoir un développement de mise en cause de responsabilité de médiateur, notamment écoutez, en matière d'ordre public. Un accord ne doit pas être contraire à l'ordre public. Mais justement, si un médiateur n'est pas juriste ou avocat, la présence d'un conseil est quand même souhaitable pour la phase en fait de rédaction de l'accord, oui, pour vérifier que c'est bien. Je reviendrai sur mon idée que le médiateur seul est un médiateur en danger et dangereux. Parce que s'il n'y a pas d'avocat, on peut très bien imaginer que le médiateur lui-même est un réseau auquel se référer des personnes de confiance qui pourraient éventuellement l'éclairer sur la validité de telle ou telle orientation. Oui, et j'ai lu l'autre jour une chose qui m'a fait plaisir, c'est que l'avocat s'occupe de la loi et du droit et que le médiateur s'occupe dans la médiation de la relation. Ce sont deux choses différentes, parce que très complémentaires. Complémentaires finalement. Donc c'est pour ça que mon rêve serait de créer beaucoup plus de tandems médiateur et avocat où chacun a sa place et sa spécialité, mais n'est pas tiraillé entre ces deux casquettes. Parce que si moi je veux d'un côté que le client ait le meilleur, ce que la loi et le droit lui dit, mais que la relation est importante aussi, et peut-être il voudrait peut-être avoir un peu moins, mais préserver la relation. C'est pas toujours facile, peut-être, pour un avocat de trancher. Alors, quand il est seul. Attention, dans les deux est-ce rôles, que c'est, quand vous parlez d'avocat, est-ce que vous parlez d'avocat accompagnant son client ou de médiateur par ailleurs avocat? Moi, je rêve d'un avocat et d'un médiateur, des deux, qui travaillent ensemble. Ça veut dire l'avocat dans son rôle d'avocat et le médiateur dans son rôle de médiateur. Je pense fondamentalement que la relation entre le médiateur et l'avocat doit être conformément à ce que vous avez dit. C'est-à-dire qu'il y a deux rôles à l'avocat accompagnant son client. Je pense qu'il y a un rôle de coopération au processus, et c'est ce que vous êtes en train d'expliquer, avec les interactions, etc. Et puis, il y a quand même le rôle qu'il maintient de défense des intérêts de son client. Donc libre à lui, notamment, et à son client de demander des pauses pour aller faire des points. Il me semble important aussi que l'avocat soit en capacité d'expliquer à son client, lors d'un entretien en face à face, de lui dire « Attention, monsieur, si vous prenez telle orientation, vous renoncez à tel aspect ou tel aspect. » Ça, c'est intéressant. Parce que ma question venait d'une autre expérience que j'ai eue, c'est-à-dire de comédiation,
d'un médiateur non juriste et puis d'un médiateur par ailleurs avocat. Et moi, je vais vous le dire, je l'ai vécu avec même dans un cas où les deux médiateurs étaient par ailleurs avocats en matière de médiation familiale, par exemple. Et j'ai fait des médiations avec des gens dont la spécialité en tant qu'avocat était justement le droit de la famille, mais ils étaient là avec leur casquette de médiateur. Et moi, j'étais là avec ma casquette de médiateur aussi. Et je dois dire que je suis relativement ignorant en matière d'une culture générale, mais pas, je ne suis pas un sachant comme quelqu'un qui fait du droit de la famille et qui est spécialisé dans le domaine. Et à ce titre, là où vous avez raison, c'est que c'est instauré une espèce de fonctionnement qui faisait que moi j'étais vraiment tourné vers l'avancée du processus, la relation, quand l'autre personne était peut-être un peu plus orientée ou avait une oreille un peu plus d'expert, un peu plus orientée sur la solution, etc., sans pour autant être dans le travers d'oubli de ce qu'est une démarche de médiation. Donc, ils sont forcément complémentaires, alors du coup. Et quand vous parliez tout à l'heure, en fait, de complémentarité et de ne pas rester seul, je pense qu'ils ont tout intérêt, médiateurs et avocats, à travailler ensemble et créer des espaces, justement, où il y a cette collaboration et cette... C'est absolument essentiel. Et c'est essentiel aussi que dans les associations, quelle que soit la structure dans laquelle vous exercez, qu'il y ait à la fois une ouverture à des médiateurs avocats et des médiateurs qui soient de d'autres domaines. C'est absolument essentiel. Merci beaucoup, Laurent Trujon, d'avoir répondu à nos questions. Merci infiniment. Merci de votre accueil.